J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de Claire. Est-ce que tu vas bien? Oui, merci pour ton invitation, Marine. Ça me fait trop plaisir d'être avec toi. Avec grand plaisir. Merci à toi de l'avoir accepté. Pour que les gens te connaissent un petit peu et sachent qui tu es, ton parcours et un peu ton originalité business, parce que moi j'aime bien l'appeler originalité, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu ce que tu fais dans la vie? Oui, donc je suis coach d'entrepreneurs et j'accompagne les entrepreneurs, notamment ceux du secteur du bien-être humain et animal, à vivre de leur passion, avec la touche originale que j'accompagne les entrepreneurs grâce à la sagesse des chevaux. Mmh. Exactement. Je trouve que c'est fou en fait d'être allé chercher, entre guillemets, je mets bien des gros guillemets, l'animal pour accompagner l'humain au milieu de tout ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu rapidement quel est le lien que toi tu as fait entre l'équitation, le cheval et l'humain? Parce que du coup tu parlais de bien-être. Est-ce que vraiment il y a un équilibre ici que tu as trouvé? Et si oui, du coup lequel? OK. Alors, les chevaux, au départ, m'ont apporté beaucoup de bien-être quand j'étais gamine et tu sais, j'étais gamine, je montais en club comme beaucoup d'enfants. Mais l'équitation à proprement parler, ça m'a jamais j'aimais bien, tu vois? Mais c'était pas une grande passion. Je suis vraiment une cavalière de loisirs, basique, quoi. Hem, Par contre, il y avait quelque chose qui se passait de juste magique dans la relation avec les chevaux. J'étais dans un état complètement différent quand j'étais, à leur côté et cet état, il perdurait encore pendant plusieurs heures. Mmh. Une fois que je les avais quittés, ça me laissait vraiment dans un état paisible, de bien-être, et en même temps, je me sentais beaucoup plus, puissante. Tu vois? Pas au sens d'écraser les autres, mais au sens vraiment de la lumière et de la puissance intérieure, comme si tous mes rêves étaient réalisables. Mmh. Heu, donc ça m'est resté très longtemps dans la qualité de la relation avec eux et puis après, petit à petit, j'ai découvert à quel point les chevaux, en fait, ils lisent en nous comme dans un livre ouvert. Donc on pourra en reparler, un peu plus tard. Et puis, ce qui m'a amenée à les amener plus particulièrement parce que c'est connu, hein, l'équithérapie, l'équicoaching, il y a beaucoup de travail sur le bien-être et sur l'accompagnement du handicap, avec les chevaux et moi j'ai voulu les amener dans le domaine de l'entrepreneuriat, Mmh. hem, parce que j'ai observé, et je suis pas toute seule, hein, ça m'est venu beaucoup de ma mentor Linda Kohanov aux États-Unis. Mais j'ai vraiment observé que les chevaux ont, un comportement très particulier entre eux. C'est des grands herbivores qui vivent en troupeau, qui se soutiennent les uns les autres, qui s'entraident, ils vivent au milieu de prédateurs et pour autant ils vivent bien et ils sont sereins et je me suis dit: «Mais en fait, nous, dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est la même chose». Mmh. Il y a des bains de requins, il y a des bains de sang partout, il y a des gens qui se font la guerre aux parts de marché. Et pour autant, on vit dans un environnement où il y a beaucoup de personnes qui cherchent à faire de l'entrepreneuriat différemment et Mmh. qui sont convaincus qu'on peut le faire avec éthique, qu'on peut le faire en étant nous-mêmes, qu'on peut le faire en étant vulnérable, qu'on peut le faire en s'entraidant, dans vraiment dans une aspiration de coélévation mutuelle pour nous entrepreneurs, mais aussi pour les clients qu'on accompagne, pour les partenaires avec lesquels on travaille et je me suis dit: «Mais en fait, le modèle des chevaux, il est juste exceptionnel. Qu'est-ce Mmh. qu'on fait si on l'applique au monde de l'entrepreneuriat concrètement de manière pragmatique?» et voilà comment j'en suis arrivée à accompagner les entrepreneurs. Il y a une chose que tu as dite déjà que j'adore, alors qu'on vient de commencer, c'est que tu as vraiment, en fait, dédramatisé le truc de te dire: «Bah, en fait, j'ai le droit d'avoir une relation avec l'animal sans réellement aimer l'équitation». Mmh. Et je trouve que c'est déjà, tu vois, un premier pas vers, la déculpabilisation du truc. Puisqu'en fait, si on compare vraiment au business, parce que là, bah, on est en entrepreneuriat, en fait, on nous tape tellement sur les doigts pour faire des trucs, pour il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, et tu as le droit d'aimer les chevaux que si tu vas passer 1 heure à 2 heures par semaine pour faire de l'équitation, alors qu'en fait, pas du tout. Et Ouais. rien que cette première touche-là, je trouve qu'elle est très intéressante, en fait, de dire, bah, au final, je crée moi mes règles, et si je me sens bien auprès de l'animal, même si je n'aime pas trop monter ou faire de l'équitation, bah, c'est OK. C'est vrai que toi, tu vois, tu parles beaucoup d'authenticité. Mais je sais que tu as une définition assez particulière puisque c'est quand même un terme qui aujourd'hui revient très régulièrement. Il est très galvaudé, on l'utilise un peu, à droite, et à gauche. Quelle serait toi ta définition de l'authenticité si tu en as une? Alors, il y a déjà ce que pour moi ça n'est pas. Pour moi, ça veut pas dire, raconter sa life sur les réseaux sociaux.
J'adore. On n'a pas le droit d'avoir une vie privée et de pas avoir envie de tout partager. Et notamment quand on est chef d'entreprise, notre entreprise, c'est pas nous. Mmh. Donc, on partage une part de soi dans son entreprise, mais on n'est pas obligé de tout partager la totale. Ce que ça n'est pas non plus pour moi, c'est pas la perfection. Ça veut pas dire qu'on est obligé d'être tout le temps absolument en accord avec toutes les valeurs qu'on prône parce que c'est juste impossible en fait. Mmh. C'est vraiment se mettre dans une prison avec une exigence commasse et c'est humainement impossible. Donc en fait, on se torture, on se fait du mal quand on fait ça, c'est terrible et puis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui et moi j'en ai fait partie très longtemps, qui disent: «Bah oui, il faut vivre en accord avec nos valeurs». Mais comme c'est humainement impossible et que de toute façon on se fait critiquer, Mmh. parce que de toute façon, on sera critiqué parce que de toute façon, on fera des choses qui sont pas en accord avec peut-être nos valeurs ou avec ce que les gens pensent comme Mmh. étant des règles pour, vivre en accord avec ces valeurs. Bah, autant se lâcher un peu la grappe et se lâcher un peu la pression et donc pour moi, l'authenticité, c'est plutôt, et ça, c'est ce que les chevaux, savent très bien faire avec nous, c'est juste être là. Mmh. Être là dans le moment présent, incarné dans son corps, incarné dans la relation avec les personnes avec qui on est, dans le moment présent et c'est tout. Plus on apprend à être dans le moment présent, plus on peut être authentique et agir en Mmh. fonction de ce qui se passe, de ce qu'on ressent, de ce qui se passe, plutôt que de réagir ou de surréagir. Donc pour moi, c'est ça l'authenticité, c'est juste développer ce muscle, d'être là, ici et maintenant et c'est chaud patate, de faire ça en ce moment. Parce qu'il y a internet, il y a les téléphones, on est tout le temps, surstimulés partout, on a tout le temps envie d'être sur les réseaux sociaux, moi je reçois plein de messages sur WhatsApp, sur Instagram, sur trucs, sur machin. Si je coupe pas ça, c'est impossible d'être, présente ici et puis on est aussi beaucoup de personnes à être dans le mental Mmh. et quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, souvent, c'est parce qu'on a aussi une appétence particulière, à des choses, plus intellectuelles, et donc ça demande aussi d'apprendre à pas forcément se couper de Mmh. notre intellectuel, mais de jouer entre, comment est-ce que je fais pour être présente dans mon corps, présente dans ce qui se passe maintenant et en même temps faire des allers-retours avec mon cerveau, ce qui est tout à fait normal. C'est Ça paraît quand tu le dis et je vais bien mettre les formes, ça paraît simple, mais c'est loin d'être facile. Parce qu'en fait, Exactement. tout ce que tu es en train de dire, c'est en fait juste, bah, déjà de un se connaître et être vraiment là quand on doit être là. Et Mmh. du coup, en fait, quand je t'écoutais parler, je me disais: «Mais en fait, c'est tellement vrai». Parfois, on passe des moments en famille ou juste au niveau de notre business, on fait un truc, on est avec quelqu'un, mais au final, on est complètement ailleurs et on fait complètement autre chose dans notre tête. Et le fait, tu vois, de réussir à s'ancrer, en fait, c'est même au-delà juste de la vie professionnelle, c'est dans tout, en fait. Donc, je trouve que l'approche avec le cheval ici, d'être juste là, est excessivement bien trouvé pour être sûr d'aller au bon endroit et d'être sûr de pas se cramer tout simplement parce que, on le sait, en business, on peut faire un burn-out, on peut faire un bore-out. Il y a plein, plein, plein de formes différentes de je dirais pas péter un câble, mais d'en avoir marre et d'être en pleine saturation. Hem, mais cette saturation, elle vient avant le fait de se dire: je veux impérativement être vue, je veux impérativement, développer un business, que ce soit sur les réseaux sociaux ou non, il y a toujours, tu sais, cette quête de visibilité. Cette Mmh. quête, je dirais pas de popularité parce que je pars du principe que tout le monde ne rêve pas d'avoir 50 000 abonnés, c'est mon cas. Mais d'être vu et de pouvoir être, reconnaissable sur le marché. Comment est-ce que toi, tu percevrais cette envie, absolument pas d'être au devant de la scène, mais d'être vu par tous? Est-ce que c'est, une manière de combler les insécurités ou c'est pour, justement être encore plus vulnérable et pour réussir à évoluer? Comment est-ce que toi tu vois cette approche de vouloir absolument réussir? Alors réussir ou être vu? Parce on est quand même sur Être 2. vu, ouais, Être vu, être ouais, vu, être OK. vu. Alors, il y a pour moi, tout dépend de où ça vient. J'ai, des désirs d'être vue qui viennent purement de mon ego, J'aime très bien. clairement et j'ai le désir aussi, d'être vue, parce que j'ai quelque chose que j'ai vraiment envie d'apporter dans ce monde et pour ça, il me faut bah, si je reste dans ma maison, il va rien se passer. Ouais.
Donc il y a vraiment 2 endroits différents et j'ai envie de dire, peu importe de où ça vient, de toute façon, ça nous fait bouger. Mmh. C'est ça le Exact. plus important. Par contre, si on fait, effectivement que pour être vu parce que, ça vient de l'ego et que ça vient combler un besoin, une insécurité ou je ne sais quoi, et qu'on fait que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça tout le temps, Mmh. heu, oui, enfin, moi je trouve qu'il y a un risque qu'on finisse complètement à côté de la plaque et pas bien dans nos pompes de toute façon et ça risque de causer des problèmes. Mais il y a aussi cette notion dans être vu de comment est-ce que, on accepte de se regarder soi-même. Mmh. Et pour moi, ça, c'est important. Je remarque de plus en plus chez moi, enfin, du coup, comme je vis avec moi-même, je le vois beaucoup chez moi. Je le vois aussi chez les personnes que j'accompagne. Mais là où on accepte de se regarder soi-même, vraiment, même avec nos défauts, nos parts d'ombre, tout, et ben, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide, d'accepter d'être vu à ces endroits-là. Mmh. Et tant que ça tiraille sur où est-ce qu'on n'ose pas se voir, et ben, on va, tenter d'être vu, mais en cachant certaines parties de soi. Mmh. Et donc ça se sent dans la communication. Ouais, mais du coup, est-ce que dans ces cas-là, le cheval aussi a une approche du coup thérapeutique de je dirais pas de masquer les défauts parce qu'on les masquera jamais, ils font partie de nous, mais de les accepter pour, faire une place plus bienveillante, même en business, hein, plus d'une fois on dit: «Oui, il faut pas être trop perfectionniste parce que si tu es trop perfectionniste, tu lanceras jamais ton truc, mais si tu es pas assez perfectionniste, bah, la qualité elle y sera pas, donc trouver l'équilibre, bon courage». Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a plein. C'est vraiment on a des discours qui viennent à droite à gauche. Est-ce que justement le fait de se rapprocher de cet animal permet d'être plus clément avec soi-même? Tu parlais de puissance tout à l'heure, mais est-ce que ça passe aussi par là? Ouais. Alors, quand on est en présence des chevaux, alors vraiment le pouvoir magique des chevaux, qui est pas du tout magique parce que, en fait, ils font ça depuis des millions et des millions d'années et c'est leur façon à eux de vraiment de rester en vie, Mmh. hem, c'est qu'ils savent sentir tout ce qui se passe dans leur environnement, absolument tout. Donc, ils vont sentir un prédateur passer, à 500 mètres. Ils vont savoir dire si le prédateur, il est en chasse ou s'il est pas en chasse et qu'il est calme et qu'il va faire sa petite sieste. Donc du coup, en fonction, ils vont agir différemment parce qu'ils sentent les battements de notre cœur, parce que, ils ressentent vraiment tous les petits signaux non verbaux qu'on envoie. Ce qui fait que quand on se retrouve en face d'un cheval, et ben, on ne peut pas lui mentir. Mmh. Le cheval nous lit l'état dans lequel on est dans l'instant présent. Il voit tous les signaux non verbaux de notre corps. Ce qui fait que, nous, on peut arriver vers un cheval en se disant, «Mais non, j'ai pas peur et je fais mon gros dur», alors que, on connaît pas bien les chevaux, que le cheval il est grand, il est impressionnant et qu'en fait, on est mort de trouille. Mais on fait un peu le petit caïd comme ça en disant: «Mais non, moi j'ai pas peur, tu vas voir, je vais le mater le cheval», tout ça. Et si on a vraiment les pétoches, le cheval, il va pas, écouter ce qu'on dit. Il va voir dans les signaux non verbaux de notre corps qu'en fait, on a peur. Mmh. On peut pas lui mentir. Ce qui fait qu'il y a des choses qu'on va cacher consciemment ou inconsciemment, qu'on va rejeter consciemment ou inconsciemment et le cheval va venir nous le révéler. Et ça peut être à la fois des talents, comme ça peut être, des choses sur lesquelles, on est plus faible, d'un point de vue des compétences. OK, et du coup, ça voudrait dire que au final, mine de rien, si je prends ce que tu dis, en fait, le cheval est un caméléon. Il va s'adapter parce que tu sais, plusieurs fois, enfin, moi, j'ai déjà vu des documentaires en disant: «Oui, ce cheval est plus difficile que d'autres. Oui, fais attention, machin, je sais pas quoi». Mais au final, ça va dépendre du cavalier également et du lien que le cheval va créer avec l'humain. Donc il y a une certaine adaptabilité que toi, tu arrives très bien en plus après par la suite à retranscrire au niveau du business. Ouais, en fait, les chevaux, je dirais pas que c'est des caméléons parce qu'après ils ont aussi leur propre personnalité. OK, Ils ont leurs propres émotions du moment, tout ça. ouais, Hem, mais comme ils captent très, très bien et qu'ils exigent pour entrer en relation avec nous qu'on soit vraiment présent et oui. et conscient de ce qui se joue en nous, et ils aiment quand on est présent et conscient de ce qui se joue en nous, ils sont curieux, ils viennent, ils interagissent avec nous avec beaucoup plus de facilité. Ça, c'est un principe de base avec les chevaux. Hem, Sinon ça les angoisse, soit ça les désintéresse en fait, la majorité du temps. Il se peut aussi qu'il y ait certains chevaux qui viennent nous réveiller, genre quand on n'est pas là, moi j'ai un petit poney à la maison. Sa spécialité quand une personne n'est pas dans son corps, c'est qu'il vient avec sa tête et puis
hop, il vient donner un petit coup comme s'il nous secoue, tu sais, en disant: «Eh oh, reviens quoi, tu où?» Donc il y a des chevaux comme ça qui ont des façons de réagir de manière un petit peu plus particulière, mais après tout va dépendre aussi de leur personnalité. Donc c'est un peu comme avec les enfants, en fait. Mmh. Avec les enfants, il y a ce côté un peu sans filtre, comme ils ont pas encore le vocabulaire, tout ça, ils vont réagir aussi de manière, très instinctive à nos comportements. Un enfant qui sent qu'il est pris dans les bras de quelqu'un qui est ultra stressé et angoissé, on va le voir assez vite, alors que quand il est dans les bras de quelqu'un qui est super calme, il va savoir se calmer, se délaisser, s'endormir dans les bras. Donc les chevaux ont ce truc un peu comme on voit chez les tout petits enfants, juste parce qu'ils ont pas le langage Ouais. et du coup leur spécialité, c'est le non-verbal. Donc c'est ça qu'on vient, expérimenter et vivre avec les chevaux et il y a pas besoin de monter sur leur dos. Si vous croisez un cheval, tu vois, dans une pâture, parce que vous êtes en train de marcher, à travers la clôture, ça se fait très bien aussi. On n'a Ouais. pas besoin d'être, du tout de monter sur leur dos pour ça. Je trouve ça fascinant, j'adore. J'adore en fait de me dire que il y a un élément extérieur, animal, qui arrive à te dire: «Ancre-toi, sois toi-même et reste là». Tu as le Ouais, droit, en fait, et je trouve que c'est trop bien parce qu'en fait, la thématique de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, de faire les choses pour nous et de le faire vraiment parce qu'on en a envie pour s'épanouir soi-même, et d'aller aussi un peu, tu sais, à contre-courant de toutes les personnes qui vous disent: «Il faut faire ça, 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 ça et ça». Non, juste faites-vous kiffer. Quels seraient les 3 conseils que toi tu donnerais aux gens aujourd'hui pour justement trouver ces motivations? Tu parlais de valeurs, tu parlais d'authenticité également, surtout de ce qu'elle n'est pas. Quels seraient toi les points de contact qu'il faudrait analyser pour être sûr qu'on fait ce qu'on veut réellement? Parce que tu vois, c'est très difficile mine de rien. Ça peut paraître une question toute simple, mais c'est pas facile aujourd'hui avec tous les brouhahas qu'on a autour de nous, de se dire: «Mais au final, qu'est-ce que je veux, quoi?» ouais. Alors vraiment le tout premier truc que je conseillerais et moi qui a changé ma vie, c'est de réapprendre à écouter son corps. Mmh. En fait, notre corps nous envoie plein de messages, parce qu'il capte plein de trucs aussi, de ce qui se passe à l'intérieur de nous et dans notre environnement, et on l'écoute pas. Mmh. Et pour moi, ce qu'on appelle l'intuition, et ben, c'est expliqué scientifiquement par le fait que le corps capte plein de choses. Et que tu sais, des fois, tu te balades dans la rue et puis tu sens genre que tu as les poils qui se dressent dans la nuque et tu te retournes et en fait, il y a quelqu'un qui est en train de te suivre. Ouais. Bah, et c'est vraiment ça. Mais ça, on peut l'appliquer à tous les domaines de notre vie. Et donc, pour moi, le principal truc, je dirais, c'est d'écouter son corps. Et alors la technique que j'utilise et qui est issue des chevaux, qui est hyper facile à reproduire, c'est de se prendre un moment au calme et de faire comme une photo de son corps. Donc on ferme les yeux et puis on part de la tête, on descend jusqu'aux pieds en se disant: «Ah tiens, c'est marrant, j'entends mieux de telle oreille. Ah celle-là, elle est un peu bouchée et la qualité de ma respiration, elle est comment? Tiens, j'ai une narine qui est bouchée, pas l'autre». Juste avoir la curiosité de prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Ouais. J'adore. Déjà, après il y a des exercices qui sont plus poussés pour ça, pour vraiment apprendre à dialoguer et recevoir des messages de son corps. Mais juste avoir la curiosité régulièrement, au moins une fois par jour, de se dire: «Tiens, je vais prendre 2 minutes Mmh. et je vais prendre note des sensations de mon corps», et ben, ça permet au corps de se sentir écouté, et donc on va recevoir beaucoup plus facilement des messages. Et surtout de se connaître. Parce que mine de rien, en fait, moi, j'ai déjà enregistré une cinquantaine d'épisodes. S'il y a bien une idée qui revient à chaque fois, quelle que soit la thématique, quelle que soit l'expertise, quel que soit tout, en fait, la base de tout, c'est de se connaître. Et il y a Ouais, beaucoup de gens qui se lancent en se disant, ben, ça va, c'est facile, il suffit de créer un compte Instagram, j'ai une idée, je sais à qui je vais parler, et puis let's go. Sauf que, en fait, je me rends compte que même moi, en fait, j'ai fait cette erreur-là de sauter dans le bateau sans connaître le capitaine. Donc, ouais, il y a ici vraiment une vraie connaissance de prise de son corps, en fait, de se dire, bah, aujourd'hui, mon corps me dit ça, donc peut-être qu'il faut peut-être pas que je le fasse. Et il y ouais. a plein de petits signaux que tu arrives à capter comme ça. J'adore la technique. Je vais le faire juste après. Cool. Mais c'est ça et du coup, quand on va rentrer, par exemple, dans une réunion avec quelqu'un,
Juste faire un scan de son corps en disant: «OK, il est dans quel état mon corps avant de rentrer dans cette réunion? Parce que je sais que je vais être en face de cette personne. Comment réagit mon corps à cette information?» Si ça se trouve, il y a un endroit où ça crispe. Mmh. Si ça se trouve, on a le cœur qui est ouvert et on est enthousiaste. Enfin, tu vois, ça, c'est toutes des informations qui sont super intéressantes et si ça crispe, on peut tout à fait demander à son corps en se disant: «OK, je vois que je suis un peu crispée au niveau du thorax, par exemple, je vais juste respirer là-dedans et je vais demander à mon corps une information». Et là, peut-être que le corps, il va envoyer, je sais pas, il va passer par notre tête, un conseil, un truc genre, juste respire, ou alors, fuis, va-t'en, ne prends pas ce job, ne rentre pas dans ce partenariat, peu importe. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est juste d'écouter, vraiment d'écouter les sensations qu'on a dans le corps, comme ça. Hem, Après pour le deuxième conseil que je donnerais, c'est de regarder un peu dans son passé, dans son expérience passée, qu'est-ce qui nous a procuré des émotions fortes? Mmh. Heu, Peut-être qu'il y a des choses qui nous ont mis, en colère, qui nous ont beaucoup frustrés, qui nous mettent en joie, et tout ça pour moi, c'est des petits signaux de ce qui va tourner autour de la raison d'être, de la mission de vie, de en fait, juste ce qui nous anime. Mmh. De ce qu'on a envie d'apporter dans ce monde. Je suis persuadée qu'on n'est pas là pour vivre juste égoïstement, je pense que quand on regarde les personnes qui sont autour de leur lit de mort, il y a personne qui s'est dit: «Ah super, j'ai ramassé plein de fric dans ma vie et puis j'ai eu 3 Mercedes et 2 Ferrari, et je suis trop content, je peux mourir en paix». La plupart des gens, ils se disent: «Bah, qu'est-ce que je vais laisser en fait? C'est ça. Qu'est-ce que je vais laisser sur cette terre?» Et donc ça, pour moi, c'est un travail qu'on peut faire, régulièrement, de se reconnecter à ça et de regarder qu'est-ce qui nous a apporté. Et souvent, enfin, les émotions sont un indicateur très fort. Quand on a ressenti des émotions fortes et qu'on regarde quels sont les événements qui sont associés à ça nous donne des très belles indications sur, ce qui nous anime et du coup, ce qu'on a envie d'expérimenter, de vivre et d'offrir au monde. Donc ça, ce serait mon deuxième petit outil ou conseil à donner. Et le troisième, c'est que, on a tous quelque chose de spécial. Mmh. On a tous tu sais, on dit un don ou une compétence, quelque chose comme ça et en fait, c'est hyper difficile de le trouver parce que pour nous, c'est naturel Mmh. C'est et vrai, donc pour nous, on se dit que tout le monde sait le faire, tu vois? Ça a pas de valeur exactement ça. et donc mon conseil pour ça, pour trouver ça, c'est peut-être pas, en fait, de s'écouter soi. Mais d'aller, écouter les autres qui nous connaissent depuis, plusieurs années. Donc ça peut être nos parents, nos frères et sœurs, nos conjoints, nos amis, nos collègues, et d'aller, leur poser la question: «Bah, à ton avis, c'est quoi mes qualités principales?» De les faire parler un peu là-dessus et il y a une question qui marche très, très bien, c'est de demander aux gens, «Et en fait, comment tu te sens quand tu es avec moi?» On Ah. revient sur la notion des émotions, hein. Mmh. Donc comment tu te sens quand tu es avec moi? Et par exemple, moi, j'ai posé la question à beaucoup d'amis et je me suis rendu compte et j'avais absolument pas conscience de ça, que, la plupart des personnes me disaient: «Mais en fait, avec toi, je me sens moi et je me sens pas jugée et j'ai l'autorisation de montrer même les parts les plus dégueulasses de moi-même. Je sais que je vais pas être jugée, que je suis dans un cocon qui est, sécure». Mmh. Je n'avais absolument pas conscience que je savais faire ça et depuis que j'ai conscience de ça et ben, ça me permet de créer dans mes accompagnements, donc quand les gens viennent en immersion avec les chevaux, quand j'accompagne beaucoup les personnes en groupe, même dans l'entrepreneuriat, ben, ça me permet de consciemment poser un cadre qui permet ça. Ouais. Tu as une force en plus, en fait, vu que tu l'as identifié, de dire: «Bah, vu que je sais faire, vu que les autres me disent que je sais, je vais l'intégrer». Et c'est vrai que tu Exact. disais quelque chose de très vrai, c'est qu'en business, on nous dit tout le temps: «Trouvez, votre truc à vous, trouvez votre élément différenciateur, trouvez votre force». Mais en fait, mine de rien, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est hyper compliqué quand même. Parce que vu que ça nous appartient et vu que ça a toujours fait plus ou moins partie de nous, en fait, pour nous, c'est tellement évident qu'on s'en rend pas forcément compte. Alors que autour de nous, bah, il y a des gens, ils vont le voir comme tu le dis très bien et ça m'étonne pas que les gens t'aient dit ça parce que c'est vrai que tu arrives à créer cette bulle un peu de sécurité et je n'ose imaginer, avec les chevaux, ce que ça donne réellement, dans la vraie vie. Ça doit être une expérience assez folle. J'ai une dernière question pour toi concernant du coup la prise de décision. Puisque c'est vrai que plus d'une fois, quand on va prendre une décision, elle va souvent être influencée ou par l'opinion des gens, ou par l'avis des gens, ou par la société,
ou par plein de choses qui se passent autour de nous et on va penser que c'est notre décision alors que ça ne l'est pas forcément. Comment faire pour être sûr aujourd'hui de prendre une décision qui est ancrée avec nous-mêmes et qui surtout respecte ce que l'on veut vraiment? Alors j'étais un peu radicale sur le sujet avant et je le suis moins maintenant. Alors je vais partir du côté moins radical d'abord, de mes nouvelles prises de conscience. Je pense que quand on est bloqué, vraiment bloqué, peu importe la décision qu'on va prendre, bonne ou mauvaise, on s'en fout, ça nous fait bouger. Mmh. On s'en fout où ça nous mène, déjà ça nous permet de plus être dans un endroit où on est bloqué. Donc du coup, je pense qu'il y a fondamentalement pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a juste des décisions qu'on prend qui amènent à des actions, qui amènent à des résultats qu'on peut analyser et regarder, bah, est-ce que j'ai eu le résultat escompté ou pas, et du coup, je peux reprendre des autres actions. Maintenant, c'est vrai que plus on apprend à s'écouter soi, moins on se fait influencer Mmh. nos prises de décision, et donc moins on se fait influencer, plus on assume Ouais. les résultats. Et on se dit: «OK, je me suis écoutée, ça a pas marché, très bien, j'ai appris ça, du coup je repars différemment. Comment est-ce que c'est le plus juste de faire pour moi maintenant?» Voilà. Alors que quand on est ballotté de droite et de gauche parce qu'on a écouté, notre coach business qui nous a dit qu'il fallait faire de telle manière, parce qu'on a regardé les gens et on s'est dit: «Ah mais tout le monde utilise cette tendance, faut absolument que je la fasse», et qu'on ne s'est pas écouté soi-même, bon, on a quand même de plus grandes chances d'avoir des résultats qui sont pas ce qu'on escomptait au final. Donc, bien sûr, on maximise ses chances juste en faisant le vide, en revenant à l'intérieur de soi. Encore une fois, en écoutant son corps, hein, Mmh. euh, et aussi en utilisant, enfin, pour moi, c'est une vraie association de écouter son corps et son intuition Ouais. et son cœur, et utiliser son cerveau rationnel pour regarder aussi, bah, OK, d'un point de vue, des stratégies, par exemple, j'ai plusieurs possibilités, j'ai 3 choix. Choix un, choix 2, choix 3, avantages, inconvénients, et puis de prendre une décision consciente où et notre mental et notre corps et notre cœur se disent: «OK, ensemble, on part dans cette direction». Mmh. Quand on est aligné entre les 3, c'est ce que j'appelle moi les 3 cerveaux, donc le cœur, le corps et le cerveau, mental, hem, pour moi, on a beaucoup plus de chances d'être, de se sentir mieux en fait, parce que juste on a pris la décision tous ensemble quoi. On s'est tous mis d'accord sur la décision, et du coup, bah, si on merde, bah, on peut juste assumer ensemble avec nos différentes parties de nous que c'était pas la bonne, et puis qu'on peut repartir différemment, et on n'est plus en train d'accuser le reste du monde. Ça, c'est le grand avantage, qu'on n'est plus en train de dire: «Ah bah oui, mais c'est la faute de machin, c'est mon coach qui m'a dit que, du coup je commence à dire que c'est sa faute», alors qu'en fait, en vrai, il faudrait juste regarder à l'intérieur. Et est-ce que justement tu parles de ce syndrome du coup de l'objet brillant, on va sauter à droite à gauche d'une solution à solution. Est-ce que tu crois que cette approche-là, elle vient aussi du fait qu'on est complètement perdu et que surtout on est un peu pas désespéré parce que je pense qu'en business, pour arriver à ce stade-là, il faut quand même beaucoup y aller, mais qu'on ne sait pas en fait où on va, on navigue un peu à l'inconnu, et que du coup, on saute un peu d'une solution miracle à une solution miracle jusqu'à du coup, beh, s'éloigner complètement de qui on est. Est-ce que tu penses que cette recherche-là de pas de succès, mais de réussite absolument à tous les coups, bah, tout le monde nous a dit que c'était rapide, que c'était facile et de se dire: «Bah, moi j'y arrive pas». Est-ce qu'on s'éloigne de qui on est vraiment, mais surtout de notre proposition de valeur et de pourquoi on le fait réellement. Ouais, pour moi, le syndrome de l'objet brillant, c'est aller chercher à l'extérieur des réponses, alors d'aller les chercher enfin, au lieu d'aller les chercher à l'intérieur. On se dit: «Mais en fait, la solution, elle est toujours à l'extérieur, toujours à l'extérieur, toujours à l'extérieur», et tant qu'on fait ça, bah, ça ne peut pas marcher Mmh. parce qu'on n'est pas à la maison. Moi, ça m'arrive, bien évidemment encore d'aller chercher des gros accompagnements ou des tout petits accompagnements. Tu vois, dernièrement, j'ai acheté une toute petite formation qui m'a coûté, 60 balles. Mais ça vient maintenant, ça vient de l'intérieur. Ça vient pas d'un état de manque, en me disant: «Ah ben non, je suis pas assez, c'est ce truc-là qui est la solution miracle et qui va m'aider et nin et puis finalement tu la prends, tu l'appliques, à même pas ou à moitié, ça marche toujours pas, puis tu dis: «Ah bah non, bah il y a une autre solution qui va marcher», parce qu'en fait tu as pas fait les efforts,
de le mettre en pratique, d'aller chercher ta puissance à l'intérieur, de regarder comment est-ce que tu vas l'adapter, de le faire profondément, de le faire dans la durée. Il y a une notion de constance aussi, d'effort constant, de continuer d'appliquer une approche et puis de ne pas s'arrêter quand ça devient difficile. Parce que quand on s'arrête quand ça devient difficile, c'est quoi? C'est qu'on ne veut toujours pas aller regarder ce qui bloque à l'intérieur. Quand on veut toujours pas aller regarder ce qui bloque à l'intérieur, on va chercher une solution à l'extérieur, encore un deuxième objet brillant. Bref, voilà. Donc évidemment, on a tous besoin d'être accompagnés dans l'entrepreneuriat. Moi, je continue de dépenser des milliers d'euros tous les ans pour être accompagnée dans mon business et dans mon travail personnel aussi. Mais maintenant, ça vient d'un endroit beaucoup plus de croissance, qui est de dire, OK, je sais ce qu'il y a à l'intérieur, je sais ce que je dois travailler, très bien, et j'ai des objectifs, j'ai des envies d'expérimenter des choses, d'atteindre certains résultats. Je sais que là-dessus, j'ai besoin d'aide, j'ai pas encore les compétences. Où est-ce que je vais chercher de l'aide pour muscler ces compétences-là? Et justement, tu parlais d'accompagnement et tu parlais euh, de savoir un peu qui on est et comment ça fonctionne à l'intérieur. Toi, c'est vrai, du coup, que tu as des accompagnements. Est-ce que s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui se disent, en fait, c'est vrai que moi, je n'ai pas monté mon business pour les bonnes raisons, ou c'est un business qui ne me ressemble pas, j'y mets pas ma personnalité, j'y arrive pas, ou justement, cette idée de je saute un peu à droite à gauche pour trouver la solution miracle, mais au final, peut-être que d'abord, il faudrait que je travaille sur moi. Comment toi tu aides aujourd'hui les entrepreneurs au quotidien? Quelles sont tes missions? Et surtout, comment on fait aujourd'hui pour travailler avec toi si on le souhaite? Alors, merci pour la question. Alors, j'ai aujourd'hui monté 3 principaux accompagnements, qui sont tous collectifs, parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on va être vu, c'est Mhm, important d'apprendre à se montrer, aussi dans un endroit qui est sécurisant, comme on le disait, tout à l'heure, avec des personnes qui vont pas nous juger, qui vont pas nous critiquer, qui vont toujours être un groupe vraiment de soutien. Donc déjà, le premier truc, c'est que c'est toujours collectif avec moi. De temps en temps, il y a des petits trucs individuels, mais majoritairement, c'est du travail collectif. Et donc, j'ai monté 3 accompagnements principaux. Il y en a un, que j'ai appelé «Devenir entrepreneur» parce que pour moi, personne n'est entrepreneur ou pas entrepreneur dans l'âme. mhm, Heu, c'est juste une compétence à développer, c'est mhm, tout. Et un business, c'est fait pour soutenir, notre vie, parce qu'on a envie de vivre et d'expérimenter au quotidien et la mission qu'on veut, enfin la contribution qu'on veut aussi apporter au monde. Et donc l'accompagnement, il dure 1 an, et il a pour objectif de transmettre bien sûr des stratégies business, de continuer de faire son travail personnel, mais surtout d'attraper les stratégies business et de se dire: «OK, comment est-ce que moi je les applique à qui je suis moi?» mhm, Comment est-ce que les stratégies business, elles viennent, mettre en valeur, mon don, mon super pouvoir et comment aussi elles viennent, me soutenir dans les endroits où je me sens plus faiblard. Donc ça, c'est un accompagnement, donc 1 an qui s'appelle «Devenir entrepreneur», qui est beaucoup en ligne, beaucoup à distance, et où, je donne la possibilité de venir vivre une immersion aussi avec les chevaux pendant l'année d'accompagnement. Ensuite, il y a les immersions avec les chevaux, bien sûr. Donc chaque immersion a une thématique bien particulière pour venir travailler en profondeur, ce que les chevaux peuvent nous, toucher à l'intérieur de nous, ce qu'ils vont mettre en évidence, les libérations émotionnelles très fortes qu'on vit aussi avec les chevaux. Et j'ai à cœur d'aider les personnes à venir pas juste se libérer émotionnellement avec les chevaux et trouver qui ils sont, mais aussi se dire: «OK, maintenant je fais comment et je l'incarne comment dans mon business de façon ultra pragmatique?» Donc ça mêle du travail à pied avec les chevaux, du coaching pour trouver ses propres réponses et puis une part un peu de mentoring, consulting aussi pour qu'on puisse aller regarder concrètement dans le business comment on met ça en œuvre et qu'on reparte, tu vois? Pour moi, c'est pas un truc juste de barré spirituel, quoi. On est certes des êtres spirituels, mais on est ici incarnés dans la matière, oui, heu, pour vivre ça et l'entrepreneuriat pour moi un super levier à ce niveau-là. Et puis je forme, à l'approche d'Equi-coaching à laquelle moi j'ai été formée. Donc j'ai été formée aux États-Unis par, Linda Koanoff, qui est la pionnière mondiale de l'Equi-coaching, à date, qui a créé une approche qui s'appelle Epona Quest et qui m'a demandé avec une autre de mes collègues de former le marché français. Donc pour toutes les personnes qui parlent pas anglais ou qui ont pas envie de faire les allers-retours aux États-Unis pour aller se former, ben, on a monté une formation ici en France. génial. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Si vous voulez aller découvrir tout ça, si vous voulez aller faire une immersion auprès des chevaux avec Claire, vraiment, je vous mets toutes les informations juste en dessous. Merci beaucoup, en tout cas, parce que c'était un plaisir. J'ai adoré, j'ai tout aimé. Voilà, j'ai bu tes paroles. Vraiment, c'était génial. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et je te dis à très vite.